Grotte Modubulbe regardait son tyran Karaka Brise-Montagne depuis de longues minutes. Celui-ci lui inspirait une terreur bien plus grande que d'habitude. Il voulut faire demi-tour, mais les autres ogres de la tribu lui jetèrent des regards noirs. Il se décida donc à parler. « Chef, depuis que vous avez aplati l'autre idiot du chaos, je vous trouve bizarre. D'habitude, on part jamais aussi loin de nos montagnes. En plus, y a tous les autres trucs qui puent qui nous suivent et nos gars sont de plus en plus malades. Vous êtes plus comme avant, et vous avez plus d'appétit, et puis en plus, comment dire, vous sentez le pourri. » Les quelques secondes de silence qui suivirent sa tirade mirent Grotte très mal à l'aise. Puis, Karaka se retourna lentement, et toisa son subalterne avec un regard vide. D'une voix rauque qui n'était clairement pas la sienne, il demanda aux autres ogres s'ils partageaient cette opinion. Personne n'osa se manifester. Le tyran éclata alors de rire. Il attrapa Grotte et le démembra à main nue. Une fois l'incident clos, la horde de Nurgle reprit son chemin à travers les terres sombres. Décidément, la puissance de Karaka était un atout de taille pour Tamurkhan, le seigneur des asticots. Celui-ci se promit de garder ce corps quoi qu'il arrive, et de ne plus chercher à en parasiter d'autres. Bonjour à tous, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on se retrouve pour parler de Tamurkhan. Ce seigneur du chaos possède une horrible mutation l'ayant changé en ver et lui conférant la redoutable capacité de parasiter des corps humanoïdes, et de les contrôler comme s'il s'agissait de marionnettes. Ceci en fait l'un des plus puissants champions de Nurgle de ces derniers siècles. Nul ne connaît vraiment les origines de Tamurkhan. Certains de ses rivaux assurent qu'il ne serait qu'un ver ayant grossi à force de dévorer des cadavres. D'autres pensent que c'est l'un des 4 fils du légendaire Kurgan, qui furent envoyés aux 4 vents pour conquérir au nom des 4 grandes puissances de la ruine. De toute façon, nous ne sommes pas là pour parler de ses origines, mais de comment il a gravé son nom dans l'histoire, et pour cela, il faut retourner en 2509 après Sigmar, date de l'apparition de la légendaire cité de Zanbaijin. C'est en effet en 2509 qu'une tempête particulièrement puissante originaire des royaumes du chaos vint balayer les terres des mortels. Dans le nord, ce genre de météo est perçu comme un message des dieux, et a tendance à échauffer légèrement les esprits. Ça ne rata pas, et pendant qu'une bonne moitié des serviteurs du chaos s'entretuaient pour prouver leur dévotion aux dieux, une autre moitié chercha à comprendre le message qui leur avait été envoyé. À force de prier, d'interroger des démons et de partir en pèlerinage dans les régions les plus septentrionales possibles, la majeure partie des tribus du chaos finirent par comprendre la volonté des dieux sombres. Le temps était venu de s'unir pour marcher une nouvelle fois sur les royaumes du sud. Le champion du chaos qui réussirait à vaincre ses rivaux et à s'emparer de la légendaire cité de Zanbaijin pourrait mener la horde unifiée du chaos. Il lui faudrait alors marcher sur l'Empire, et s'il parvient à détruire la cité impériale de Nuln, il recevrait le rang de prince démon et l'immortalité qui va avec. De très nombreux champions du chaos sautèrent sur l'occasion. Des dévots de Tsinch, de Khorne, de Nurgle et de Slaanesh s'affrontèrent entre eux pour savoir qui aurait l'honneur de représenter leur dieu à Zanbaijin. Les plus faibles vinrent grossir les rangs des plus forts, et bientôt, 4 champions du chaos se démarquèrent et se mirent en quête de la légendaire cité. Le champion de Khorne était Akal Aisling. Son armée était composée de redoutables guerriers en armure d'airain, maniant des haches et épaulés par des centaines de rejetons du chaos et de molosses de guerre. Le champion de Slaanesh était un dénommé Sargat le Vaniteux, un seigneur cavalier des Yurtsak, qui marchait à la tête d'une immense horde composée de maraudeurs et de cavaliers, entouré par de nombreuses concubines. Le champion de Tsench était l'archi-sorcier et prêtre démon Urak Sulbane. Il était à la tête d'une force numériquement assez faible, mais comptant un grand nombre de sorciers au pouvoir dévastateur. Enfin, comme vous pouviez vous en douter, le champion de Nurgle était Tamurkhan. Son armée était principalement composée de guerriers de Nurgle épaulés par des chevaliers du chaos. Les champions de Khorne, de Slaanesh et de Tsinch arrivèrent à peu près en même temps à la cité de Zanbaijin, et commencèrent à s'affronter dans une lutte sanglante. Pendant ce temps, Tamurkhan et son host traversaient les froids marais en prenant tout leur temps. Tamurkhan souhaitait en effet être rejoint par le maximum de fidèles de Nurgle avant de s'attaquer à Zanbaijin. Les fidèles de Khorne, de Tsinch et de Slaanesh s'affrontèrent donc durant des jours sans voir une seule mouche de Nurgle à l'horizon. Chaque heure passée augmentait les risques de voir l'un de ces champions s'emparer de la cité, mais cela ne semblait pas du tout inquiéter Tamurkhan, qui ne se décidait pas à accélérer. D'ailleurs, vous verrez par la suite que Tamurkhan est l'exact opposé de l'empressement, mais on y reviendra plus tard. Personne ne sait si Nurgle voulut récompenser son champion pour sa patience ou le pousser à se bouger un peu, mais au bout d'un moment, il choisit de bénir l'armée de Tamurkhan, et des centaines de créatures de cauchemar sortirent des froids marais pour se joindre à lui. Tamurkhan se vit ainsi offrir des trolls bileux, des hommes verts et plein d'autres immondices innommables, dont un certain Bubebolos, qui deviendra sa monture favorite. Suite à l'apparition de ces renforts, il se décida enfin à forcer l'allure pour se rendre à Zanbaijin. La bénédiction de grand-père Nurgle ne passa pas inaperçue, et bientôt, de nombreux champions du dieu de la décrépiture se joignirent à Tamurkhan, comme par exemple Case le Souillé et son ordre de chevaliers, ou encore le chevaucheur de dragon Orbal de Vipergut. Lorsqu'il arriva enfin à Zanbaijin, l'host de Nurgle était donc terriblement puissant.
Devant la venue des milliers de pestiférés se dirigeant vers la ville, le sorcier Urak-Sul-Bane et les hordes de Tzeentch fuirent le champ de bataille, se rendant compte avant qu'il ne soit trop tard que rester et se battre équivaudrait à une mort assurée. Les fidèles de Khorne et de Slaanesh ne furent pas aussi clairvoyants, et continuèrent de s'affronter. Khorne déteste Slaanesh et c'est réciproque, donc une immense armée venant pour tout balayer sur son passage n'est pas une raison suffisante pour arrêter de se taper dessus. Les lignes de Nurgle vinrent donc fracasser l'arrière-garde de Slaanesh, et Sargat et ses troupes se retrouvèrent pris entre deux armées pas franchement amicales. Voyant que la victoire lui échappait, Sargat fut pris d'une rage incontrôlable. Il chargea avec sa propre garde rapprochée de chevalier le centre de la formation de Tamurkhan, réclamant la tête de celui qui l'avait humilié. Le champion de Slaanesh était doté d'une habileté légendaire à l'épée. Lui et sa garde réussirent à percer les lignes de Nurgle et à rejoindre Tamurkhan. Alors que ses hommes retenaient la marée de pestiférés qui les encerclait, Sargat fit face à Tamurkhan juché sur son énorme dragon crapaud Bubebolos. Le champion de Slaanesh chargea l'immense créature sans se poser de questions. En retour, le dragon crapaud cracha un jet d'acide qui tua instantanément la monture de Sargat. Grâce à son habileté hors du commun, le champion de Slaanesh parvint néanmoins de justesse à éviter le crachat mortel, et à sauter sur la tête du dragon crapaud. Puis, poussant un cri de victoire, il transperça de sa lame la poitrine de Tamurkhan. Si vous avez été attentif, vous le savez probablement, Tamurkhan, dit le seigneur des vers, n'est pas un homme mais une sorte de ver géant capable de parasiter un corps humanoïde pour en prendre le contrôle. Tuer l'enveloppe n'est donc absolument pas suffisant pour le vaincre. Sargat s'en rendit compte à ses dépens, puisqu'une fois son épée enfoncée dans la poitrine de son adversaire et donc bloquée, celui-ci se montra sous sa véritable forme, et bondit sur son adversaire. Tamurkhan traversa la cage thoracique de Sargat, qui éclata, puis il dévora les organes du malheureux champion hurlant de douleur. Sargat tomba dans la boue, et son cadavre contrôlé par Tamurkhan se releva sous les acclamations de la horde de Nurgle. La défaite de leur chef découragea complètement les serviteurs de Slaanesh, qui fuirent à leur tour le champ de bataille. Seul resta Akka et ses suivants, qui étaient maintenant complètement dépassés en nombre par les troupes de Nurgle. Refusant de fuir, Akka recommanda son âme et celle de ses disciples à Khorne, avant de s'élancer contre les lignes de Tamurkhan. Malgré la bravoure des combattants de Khorne, la supériorité numérique finit par avoir son effet, et ils furent tous massacrés par les créatures de Nurgle. Akka lui-même finit dévoré par des trolls bileux. Une fois le combat terminé, Tamurkhan put s'emparer du centre de Zanbaijin. Il y resta plusieurs semaines, fédérant sous sa bannière tous les combattants qui étaient arrivés trop tard pour participer au combat. Lorsqu'il estima que sa horde comptait suffisamment de guerriers, il se décida à partir en direction du nord, à la surprise générale de tous ses fidèles, qui pensaient faire route vers le sud et l'Empire. Comme je l'ai dit précédemment, Tamurkhan est quelqu'un de patient, et quand il entreprend quelque chose, il le fait en prenant son temps, pour assurer sa réussite, mais on y reviendra. Tamurkhan quitta donc Zanbaijin en direction du nord et des monts Atlayan. Son objectif était de rallier à lui la tribu des Dolgan qui vivaient là, afin de grossir ses rangs et de se fournir en mammouths de guerre. Cette tribu était dirigée par l'infâme sorcier Seil le Parjure, une créature difforme et perfide, dont les nombreuses trahisons, meurtres et atrocités étaient aussi célèbres que ses pouvoirs de devin et de sorcier de bataille. À l'approche de la horde de Tamurkhan, Seil choisit judicieusement de ne pas l'affronter, et de plutôt négocier son ralliement. Il proposa à Tamurkhan de rejoindre ses forces à condition d'être son associé et non son vassal. Tamurkhan continuerait d'être à la tête de sa horde, mais il partagerait avec lui son butin et sa gloire. Le seigneur des vers fut ravi de cette proposition, et accepta avec empressement. Les Dolgan et leurs mammouths rejoignirent donc la horde, faisant grimper son nombre de plusieurs dizaines de milliers de combattants. Dans un premier temps, Seil crut avoir brillamment tiré son épingle du jeu. Il n'avait plus qu'à se diriger vers le sud épaulé de Tamurkhan pour ramasser un confortable butin. Il comprit vite son erreur lorsque Tamurkhan partit en direction du nord. Encore une fois, cette décision provoqua l'incompréhension générale. On commençait à chuchoter que Tamurkhan voulait faire la guerre aux dieux du chaos eux-mêmes, ou que le seigneur de Nurgle confondait le nord et le sud malgré des paysages sensiblement différents. Faisant fi de la colère de ses fidèles, Tamurkhan continua en plein nord, jusqu'à atteindre un lieu nommé l'Arbre aux Potences, une sorte d'entité autonome, horrible et distordue. Cet arbre avait la réputation d'abriter un démon particulièrement dangereux, qui délivrait des secrets et des prophéties à ceux qui lui plaisaient. Lorsque l'arbre fut en vue, Tamurkhan dut s'y aventurer seul, car personne à part lui dans toute sa horde n'était assez fou pour aller plus loin. L'armée établit donc ses campements en attendant le retour de son chef. Durant des semaines, personne ne revit Tamurkhan, et cette longue attente joua beaucoup sur les nerfs des moins croyants. L'arbre aux potences était situé à l'extrême nord des terres habitables. L'eau, le fourrage et la nourriture s'y faisaient rares. Alors que l'attente durait, les provisions de la horde fondaient comme neige au soleil. En plus, les créatures corrompues qui vivaient dans les régions désolées prélevaient un lourd tribut parmi les hommes de Tamurkhan. Seil chercha à profiter de l'absence du champion de Nurgle pour prendre le contrôle de la horde et la diriger vers le sud. Et plus les jours passaient, plus il se rapprochait de son but. Heureusement pour Tamurkhan, les nombreux adorateurs de Nurgle lui restaient indéfectiblement loyaux, et de nouveaux venus originaires de toutes les terres du Nord venaient remplacer les morts et continuer de faire grossir sa horde. Finalement, au bout de presque un mois,
Tamurkhan émergea des profondeurs de l'arbre aux potences, sous les acclamations des fidèles de Nurgle. Bien que cela ne fasse que quelques semaines qu'il s'était aventuré dans l'arbre, on aurait dit qu'il y était resté des années entières. Les effets coquets de Sargad dont Tamurkhan avait pris le corps étaient ravagés, comme s'ils avaient subi une vie d'usure. Son armure autrefois brillante n'était plus qu'une masse de corrosion et de parasites boursouflés. Ses yeux étaient à présent enfoncés dans ses orbites, où brillait une lueur verdâtre. Tamurkhan avait ramené de son périple des parchemins remplis d'une écriture mouvante, mentionnant de vrais noms de démons, et une amphore pleine d'une eau empoisonnée puisée dans les domaines infernales de Nurgle. Mieux que cela, les visions qu'il avait eues durant son périple lui avaient donné un plan, et il savait maintenant où conduire son armée. Il réunit tous les champions et les sorciers que comptait son host, avant d'exposer les visions qu'il avait eues. Sa horde se dirigerait vers les montagnes des larmes, où elle capturerait des géants, avant de se rendre dans les terres sombres, pour se procurer les armes des nains du chaos. Une fois cela fait, il lui faudrait traverser les montagnes du bord du monde et les principautés frontalières, pour attaquer l'Empire depuis une direction inattendue, et faire tomber la cité impériale de Nuln. À part Sail, tous ceux présents renouvelèrent leur allégeance à Tamurkhan, avant de réunir leurs forces et de le suivre vers l'est, en direction des montagnes des larmes et des titans célestes, qu'ils devraient capturer pour suivre le plan de leur chef. Tamurkhan et sa horde longèrent les montagnes des larmes par le nord pour se rapprocher au maximum de l'ancien territoire des titans célestes sans avoir à arpenter les difficiles sentiers passant par les montagnes. Cette traversée des désolations chaotiques se passa sans incident notable. À la limite, on peut citer le combat contre la tribu pauverte de l'œil flétri, qui décida de barrer la route à l'armée de Tamurkhan pourtant plus de 10 fois supérieure en nombre. Le problème fut violemment résolu lorsque les champions du chaos massacrèrent les lignes pauvertes, et Korbalt Vipergut, monté sur son dragon, carbonisa le chef de Garork. C'est notamment lors de cette traversée d'ouest en est que Tamurkhan fut rejoint par de nombreuses hardes d'hommes-bêtes venant gonfler les rangs de sa horde. Sail le parjure vit dans ses nouveaux venus l'occasion de se séparer une bonne fois pour toutes de Tamurkhan. Grâce à ses pouvoirs, il réussit à convaincre les hommes-bêtes de quitter discrètement la horde, pour former un nouvel host qui attaquerait le Caté. À la tête des Dolgan et des hommes-bêtes, Sail partit donc à la tombée de la nuit en direction des Tours d'Asher, un poste avancé de Caté situé au-delà du Grand Bastion, et qui protégeait l'ancienne route de la soie. Après 2 jours de marche, l'armée séparatiste arriva en vue de l'imposant édifice jonché sur un promontoire rocheux. La tour était intégralement faite de jade magique, et était entourée d'une imposante muraille de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Malgré l'aspect redoutable de cette forteresse, les perspectives pécuniaires d'une telle prise décidèrent Sail à lancer l'assaut. Sous le couvert de la nuit, il ordonna à ses hommes bêtes de s'emparer de la forteresse, laissant ses Dolgan en réserve. Les combats furent violents, et les hommes bêtes subirent de lourdes pertes, mais au bout de plusieurs heures d'assaut, ils commencèrent à prendre l'avantage. Sail voulut en profiter pour engager ses Dolgan, et finir le travail, mais au même moment, une immense comète vint frapper les lignes du chaos et carbonisa des centaines de sabots fourchus. Dès que la poussière de l'impact fut retombée, Sail eut la désagréable surprise de voir que des dizaines de statues de terre cuite avaient pris vie et fauché ses minotaures aussi facilement que le blé. Devant la vision du massacre unilatéral qui était devenu le champ de bataille, Sail sonna la retraite. Il incanta un sort pour couvrir le repli de ses forces, et s'enfuit vers l'ouest. Le résultat de la bataille fut catastrophique. Au moins la moitié des hommes bêtes avaient péri pour rien, et les Catéiens s'étaient lancés à la poursuite des restes de son armée. Seule l'autre consolation, il avait eu la sagesse de ne pas engager ses Dolgan, ce qui avait limité ses pertes. L'armée de Caté étant à sa poursuite, le sorcier n'eut d'autre choix que de trouver refuge auprès de Tamurkhan. Il dut donc s'expliquer sur les raisons de sa sécession, de la perte de la moitié de ses forces et sur les gains qui avaient permis son expédition. Sail choisit ses mots avec minutie, mettant l'accent sur l'expérience acquise, le manque de chance évident, et n'hésitant pas à flatter Tamurkhan sur son génie militaire bien supérieur au sien. En grand diplomate, Tamurkhan lui laissa 3 choix, soit il le démembrait sur place, soit il le laissait se débrouiller seul face aux Catéiens, soit il l'acceptait en tant que vassal loyal et obéissant. Sail se mit donc à genoux pour implorer la pitié de Tamurkhan, et lui jurer fidélité. Une fois le cas du sorcier réglé et la horde réunifiée, le seigneur de Nurgle reprit sa route vers les terres des géants, arrivant bientôt au contrefort des montagnes des larmes. À partir de là, Tamurkhan décida de s'enfoncer directement vers le territoire des titans célestes, en passant par la périlleuse route des collines fantômes. Ce chemin, bien que court, était particulièrement dangereux. La horde mit des semaines à arriver sur le territoire des titans célestes, et plusieurs centaines de ses membres furent tués sur la route. Elle installa son campement et s'octroya sa première pause depuis l'arbre aux potences. Dans cette région, d'énormes animaux comme des rhinox, des élans ou des mastorocs pullulaient, et l'eau douce était abondante. L'armée du chaos put donc facilement remplir ses réserves et commencer à chasser les géants des environs. D'après la légende, les ancêtres des géants avaient bâti d'immenses cités dans ces hauteurs. Que ce soit vrai ou non, la région était habitée par des centaines de géants, et les serviteurs du chaos purent s'y mettre au travail. Certaines créatures furent capturées de force, d'autres furent soudoyées,
Certaines encore furent droguées par les serviteurs de Slanesh jusqu'à devenir aussi dociles que des agneaux, ou rejoignirent les hardes d'hommes-bêtes après avoir entendu le chant noir des chamans. Au bout de quelques semaines, près d'une centaine de géants avaient rejoint plus ou moins volontairement l'armée de Tamurkhan, et celui-ci décida qu'il était temps de se remettre en route pour quitter les montagnes des larmes avant l'arrivée de l'hiver. Le plan initial de Tamurkhan était de passer par la route de la soie, en plein cœur du territoire de l'archityran Gressus d'Andorre. S'il pouvait ravager les terres de l'ogre et le tuer, Tamurkhan acquerrait une réputation telle qu'il pourrait facilement recruter sous ses ordres des milliers de mercenaires ogres. Malheureusement pour lui, le destin en décida autrement, et alors qu'il suivait la route de la soie, il se heurta à une falaise aux parois verticales qui lui bloqua complètement l'accès au territoire de Gressus. C'était comme si toute la partie est des montagnes des larmes s'était enfoncée dans le sol sur plusieurs centaines de mètres. Au nord comme au sud, le mur semblait s'étirer indéfiniment, bloquant le chemin que souhaitait emprunter Tamurkhan. Lui et sa horde étaient coincés au cœur des plus hauts sommets du monde. S'ils ne trouvaient pas rapidement un moyen de quitter les montagnes des larmes, l'arrivée prochaine de l'hiver anéantirait complètement sa horde. Tamurkhan se décida donc à longer le mur vers le sud, à la recherche d'un éventuel passage qui lui aurait permis de passer l'obstacle. Durant des semaines, sa horde longea la paroi verticale sans trouver le moyen de la traverser. Pour ne rien arranger, l'hiver approchait à grands pas, et les premières neiges commençaient à tomber. De plus, Saïl le parjure murmurait à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que les esprits des montagnes se riaient de Tamurkhan, et méprisaient sa vanité. Bientôt, une violente révolte éclata. Les membres de la horde qui ne vénéraient pas Nurgle reprochèrent à Tamurkhan son détour de plusieurs mois dans les montagnes. Par sa faute, ils allaient mourir de froid et de faim, avant d'avoir pu croiser le fer avec le moindre homme de l'Empire. Pour calmer la révolte, Tamurkhan et ses lieutenants les plus proches durent eux-mêmes prendre part au combat, et plusieurs milliers de guerriers moururent dans des affrontements fratricides. La situation continua d'empirer au fil des jours. La révolte fut finalement stoppée lorsque le chevaucheur de dragons Orbalt Vuipergut trouva un passage lors d'un vol de reconnaissance. Plus au sud, les parois verticales cédaient leur place à une étroite trouée menant à un plateau rocheux. Tamurkhan et sa horde, à nouveau réunifiés, reprirent donc la route du sud vers ce passage salutaire. À leur arrivée, ils eurent la désagréable surprise de voir qu'une armée ogre leur barrait la route. Leur traversée des montagnes des larmes n'était pas passée inaperçue, et dans leur route vers le sud, ils avaient pénétré le territoire de la puissante tribu ogre du Point Rouge, dirigée par le tyran Karaka Brise-Montagne, un seigneur de guerre doté d'une force prodigieuse, et pourvu d'un soupçon d'intelligence, chose que l'on ne trouvait pas couramment dans sa parenté. Ce tyran ogre était fermement décidé à faire payer le prix du sang à l'armée du chaos qui avait osé traverser son territoire, et il avait réuni des forces conséquentes pour cela. L'armée ogre avait pris position dans la trouée, et avait érigé une grossière barricade à l'endroit le plus étroit du passage, empêchant ainsi Tamurkhan de profiter de son écrasante majorité numérique. Malgré la formidable position défensive, l'élu de Nurgle accepta le défi, plus par obligation que par envie d'en découdre. Coup sur coup, il envoya ses cavaliers Kurgan, ses guerriers du chaos puissamment armurés, ses cultistes de Nurgle, et même ses régiments de rejetons du chaos. Mais rien n'y fit, les défenses ogres ne flanchaient pas. En fait, à chaque fois qu'une brèche était sur le point de se former, Karaka Brise-Montagne et ses gardes du corps se précipitaient au secours des défenseurs, et massacraient les fidèles du chaos avec une facilité déconcertante. Au bout de plusieurs heures de combat, les ogres étaient parvenus à tuer plusieurs milliers d'ennemis, et des dizaines de champions du chaos avaient péri sous les puissants coups de Karaka Brise-Montagne. C'en fut trop pour Tamurkhan, qui décida de jouer le tout pour le tout. Il ordonna à ses sorciers de concentrer leur sort sur une petite partie de la barricade, et se prépara à mener personnellement l'assaut à la tête de ses plus fidèles guerriers. La puissante magie du chaos fit voler en éclats toute une partie de la barricade, et avant même que les débris n'aient touché le sol, Tamurkhan mena l'élite de son armée à l'assaut. Les combats qui s'ensuivirent furent particulièrement violents, et durèrent de nombreuses minutes. Bubebolos, le dragon crapaud de Tamurkhan, préleva un lourd tribut, mais les ogres rendaient coup pour coup. De très nombreux guerriers périrent sans qu'aucun des deux camps ne parvienne à prendre l'avantage. Afin de briser ce statu quo, Tamurkhan demanda à sa monture d'utiliser son souffle putride, qui permit de dissoudre une douzaine d'ogres en un instant. Cela surprit leurs congénères, qui reculèrent rapidement de plusieurs dizaines de mètres avant de reformer leurs rangs. Il y eut une courte période d'accalmie où les deux armées s'observèrent. Karaka Brise-Montagne en profita pour s'avancer et défier Tamurkhan, dans la langue gutturale du chaos, de l'affronter en personne plutôt que de laisser le dragon crapaud se battre à sa place. Bubebolos pouvait facilement piétiner l'ogre, mais Tamurkhan savait que les yeux de ses guerriers et de ses champions étaient rivés sur lui, et qu'ils avaient entendu le défi de Karaka. Décidément, le tyran était particulièrement malin, et savait tirer avantage de toutes les situations. Tamurkhan releva donc le défi de l'ogre, descendit du dos de Bubebolos et se mit en garde face au tyran. Les deux armées formèrent un cercle et encouragèrent leurs champions respectifs. Le duel à mort débuta par une violente attaque de Karaka, qui brisa le aume de Tamurkhan. Le champion de Nurgle riposta en entaillant le ventre de son adversaire. Durant de longues minutes, les échanges de coups se multiplièrent, jusqu'à ce que les deux adversaires finissent en sang. Karaka finit par prendre l'avantage lorsqu'il réussit à déséquilibrer son adversaire à la suite d'une charge,
Il se plaça à califourchon sur Tamurkhan, et commença à le démembrer à main nue, comme le ferait un homme avec une cuisse de poulet. Tamurkhan se débattit en vain tandis que son enveloppe ressemblait de plus en plus à un steak haché sanguinolent. Heureusement pour lui, lorsque Karaka commença à lui déchirer le second bras, une gerbe de sang éclaboussa le visage de l'ogre, qui relâcha quelque peu sa prise. Tamurkhan en profita pour quitter son enveloppe et bondir sur le tyran, avant de s'enfoncer dans la chair de son cou. L'ogre eut des spasmes, puis s'effondra sur le sol, raide mort. Après quelques secondes, la carcasse, à présent contrôlée par Tamurkhan, se releva pour beugler son cri de victoire. Face à cette vue, une bonne partie des ogres présents s'enfuirent à toute vitesse dans les montagnes. D'autres, qui n'étaient clairement pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, crurent que leur chef avait remporté le duel, et rejoignirent la horde du chaos, venant grossir ses rangs de plusieurs milliers d'ogres. Au fil des semaines, ces ogres tombèrent malades les uns après les autres, et se transformèrent peu à peu en fidèles de Nurgle. Après la bataille, Tamurkhan et son host continuèrent leur périple dans les montagnes des larmes, jusqu'à déboucher sur le pays des Gnoblars. À partir de là, ils longèrent une rivière aux eaux grises et polluées, pour se rendre dans les terres sombres et marchander avec les nains du chaos. Sur la route menant aux terres sombres, Tamurkhan eut à affronter des tribus et des bandes de Gnoblars, mais maintenant que le paysage était dégagé, la horde pouvait profiter de son avantage numérique, et aucune des menaces qui se présentaient à elle ne fut réellement problématique. Lorsque le seigneur de Nurgle arriva en vue de la forteresse noire et des terres sombres, seul un peu plus de la moitié de ses guerriers étaient encore en vie. Beaucoup de ceux qui restaient avaient été bénis par leur dieu, et s'étaient transfigurés en élus, ou avaient eu moins de chance et s'étaient changés en rejetons du chaos. Il était maintenant épaulé par de nombreux hommes bêtes, géants et ogres de la peste. Donc en dépit des pertes et de sa taille réduite par rapport au départ, l'armée de Tamurkhan s'était globalement renforcée, et ressemblait à présent à une réunion malsaine des pires créatures qui étaient possibles de trouver à la surface du monde. À la tête de ses forces, Tamurkhan se prépara à entrer sur le territoire des Dawizar. La rivière de la ruine marque la frontière du territoire contrôlé par les nains du chaos. Lorsque la horde de Tamurkhan se présenta à l'un des rares points de passage, elle fut accueillie par le seigneur de la forteresse noire, Drazoat le Cendreux. Son armée était composée de redoutables machines de guerre infernales, de guerriers nains du chaos puissamment armurés et de tout un contingent d'esclaves couvertes. La logique aurait voulu que les nains du chaos demandent à Tamurkhan ce qu'ils souhaitaient, et qu'ils négocient avec lui leur ralliement à son excursion dans l'Empire ou le prix des armes qu'ils désiraient obtenir. Seulement, les nains du chaos sont une race particulièrement fière, et il n'était pas question pour Drazoat de laisser des étrangers pénétrer son territoire sans qu'il n'ait à payer le prix du sang. C'est donc en étant pleinement conscient de la défaite assurée qu'il attendait que Drazoat décida de s'opposer aux forces de Tamurkhan. Il disposa son armée de façon à bloquer le passage traversant la rivière de la ruine, et attendit les guerriers du Nord. Tamurkhan releva évidemment son défi, et envoya à la charge toutes ses troupes les plus sacrifiables, que ce soit les hommes bêtes, les guerriers d'Olgan pas encore transfigurés ou les rejetons du chaos. Au même moment, il chargea Olbalt Vipergut de mener un assaut aérien contre les trains de ravitaillement de l'armée de Drazoat. À l'approche de cette première vague d'attaque, les nains du chaos déchaînèrent toute leur artillerie et leurs armes à feu, massacrant des milliers de guerriers en quelques minutes. Quand le moment de se réapprovisionner en munitions fut venu, les trains censés délivrer les munitions ne vinrent pas, et les Dawizar comprirent leur erreur. Tamurkhan chargea alors avec la partie la plus valeureuse de sa horde, menée par une ligne de mammouths d'Olgan. Face à la menace, Drazoat fit la seule chose sensée qui lui restait à faire. Il envoya une partie de sa garde infernale, épaulée par tous les esclaves pauvertes de son armée, pour retarder Tamurkhan. Il profita de la diversion pour s'enfuir avec le reste de son armée à l'abri dans sa forteresse noire, réussissant à sauver ses précieuses machines infernales. Le seigneur des vers put donc poser le siège devant la forteresse noire. Cette redoutable place forte était quasiment imprenable, et le seul moyen de la faire tomber était probablement un siège de plusieurs années, jusqu'à ce que les vivres des défenseurs s'épuisent. Le seigneur de la peste avait bien entendu pas le temps pour ça. Son objectif était nul, n'est l'empire des hommes, et il avait déjà perdu trop d'hommes contre les nains du chaos. Il faut comprendre qu'initialement, Tamurkhan voulait passer par les terres sombres pour renforcer son host avec l'armement nain, pas s'épuiser contre les puissantes armées d'Ashut. Il envoya donc Sail le parjure pour négocier avec Drazoat. Si Sail réussissait à rallier les nains du chaos, tant mieux. Et s'il échouait, ça aurait été une fin méritée pour celui qui lui avait causé tant de problèmes. Sail se présenta donc seul face aux immenses remparts de la forteresse noire, et proposa une alliance à Drazoat. S'il fournissait la horde en armes et joignait ses forces à celles de Tamurkhan, il aurait sa part en gloire, en butin et en esclaves. Par contre, s'il s'obstinait à résister, ses terres seraient pillées et sa forteresse rasée. Drazoat réfléchit un moment. Il savait très bien que sa forteresse ne risquait rien. Mais par contre, la menace de pillage sur ses terres était plus problématique. Si son incapacité à protéger son territoire remontait aux oreilles des maîtres de Zarnagrund, sa tête ne vaudrait plus très cher. De l'autre côté, une alliance avec Tamurkhan pouvait lui être bénéfique. Elle lui rapporterait richesse et esclaves, ce qui renforcerait sa position au sein de la cruelle hiérarchie des nains du chaos.
Il finit par accepter la proposition de Tamurkhan, mais voulant au maximum profiter de la situation, il exigea du temps pour rassembler son armée et partir avec le Seigneur des Vers. Ravi de cette décision, Tamurkhan leva le siège de la forteresse noire, et installa son campement non loin des mines de Gulakta. Il attendit plusieurs jours les forces de Drazoat sans qu'elles ne daignent se montrer. À la place, un émissaire vint lui porter un message de la part de Drazoat. Le temps que le seigneur nain réunisse ses forces, Tamurkhan pouvait débarrasser la région des tribus orques noires qui l'infestaient, et envoyer des prisonniers à la forteresse noire comme esclaves. En cas de réussite, les Dawizars paieraient bien sûr en fournissant à Tamurkhan des pièces d'artillerie démoniaques. Durant 3 lunes, Tamurkhan batailla donc contre les tribus orques noires des alentours, et envoya de nombreux esclaves à Drazoat, en échange d'armements de tout type. Les convois faisant l'aller-retour entre sa horde et la forteresse noire se multipliaient, mais l'armée des nains du chaos se faisait toujours attendre. Lorsqu'enfin l'armée des Dawizars fut prête, elle expliqua à Tamurkhan qu'un puissant dragon du nom d'Ombra terrorisait la région, et qu'il fallait le terrasser, sans quoi les nains ne pourraient pas dégarnir leur garnison pour prêter main forte à la horde. Tamurkhan accompagna donc l'armée naine dans sa chasse à Ombra. Ce dragon n'était pas qu'une simple bête, mais une créature ancienne et férue de magie noire, qui était suivie par une multitude de wyrms et de ghouls le vénérant comme un dieu. La bataille contre le dragon coûta donc des milliers de guerriers, aussi bien aux Kurgan qu'aux nains du chaos. De puissants guerriers qui suivaient Tamurkhan depuis le début tombèrent, et même Bubebolos fut gravement blessé. Après des jours d'affrontements, le dieu dragon fut finalement gravement blessé, et forcé de rejoindre son antre pour s'y endormir pendant de nombreuses années. Suite à cette coûteuse victoire, les nains du chaos offrirent à Tamurkhan une hache de guerre magique, laissant échapper de terribles gaz toxiques lorsqu'on la manie. De plus, ils revêtirent d'armure et de piques les géants de la Horde, les rendant ainsi beaucoup plus résistants et dangereux. Alors qu'ils préparaient les géants, les nains du chaos proposèrent à Tamurkhan de faire route vers le sud pour y déloger un clan Skaven, en échange d'autres armes démoniaques. Tamurkhan est certes patient, mais pas totalement débile non plus. Il comprit que les nains du chaos étaient en train de l'utiliser et qu'accéder à leur requête ne servirait à rien. Chaque bataille faisait diminuer la taille de sa horde et c'en était assez. Une fois que ces géants lui furent rendus, il partit en direction de l'ouest vers le col de la mort pour traverser les montagnes du bord du monde. Une fois arrivé en vue du col, le Seigneur des Vers eut l'agréable surprise de voir que l'armée de Drazoat s'était regroupée et était prête à le rejoindre. Drazoat avait certes utilisé Tamurkhan pour sécuriser son territoire au maximum, mais les perspectives du butin qu'il pouvait amasser dans l'Empire l'intéressaient toujours. Il rejoignit donc Tamurkhan, et les deux armées alliées traversèrent le col de la mort ensemble. Au vu de la puissance impressionnante des armées du chaos, ni les Skaven ni les peaux vertes ne purent opposer la moindre résistance. Ils se contentèrent de se cacher dans les profondeurs des montagnes, de prier leur dieu et d'attendre le départ des serviteurs de la ruine. À la fin de l'année 2510, Tamurkhan et Drazoat arrivèrent donc sans encombre jusqu'aux principautés frontalières. Le combat dans ces premiers royaumes humains allait coûter horriblement cher aux forces de Tamurkhan, mais pas pour les raisons auxquelles vous pensez. En fait, depuis leur départ de la cité de Zanbaijin, les guerriers de Tamurkhan n'avaient parcouru que des terres arides et inhospitalières. Lorsqu'ils arrivèrent sur les terres riches et fertiles des principautés frontalières, qui de surcroît n'étaient pas bien défendues, ils laissèrent libre cours à leur soif de pillage. L'armée de Tamurkhan se sépara en une centaine de bandes qui n'épargnèrent aucune principauté. Chaque ville et village de la région fut pillée. Même l'armée de la plus grande alliance militaire des principautés, appelée la Confédération de l'Aigle, fut massacrée sans retarder le moins du monde les forces de Tamurkhan. Sauf qu'une fois les principautés frontalières traversées et le col du Feu Noir en vue, la moitié des guerriers de Tamurkhan manquaient à l'appel, gambadant dans toutes les principautés frontalières en menant des raids contre la moindre ferme qui avait été épargnée par le passage de la Horde. Alors qu'il touchait au but, Tamurkhan dut donc attendre le retour des pillards pendant des semaines, et même là, beaucoup de ses troupes étaient toujours portées disparues, dont plus de la moitié des Dolganes de Seil, que le Cupide sorcier avait envoyé piller dans des régions particulièrement reculées. Pour ne rien arranger, une pluie diluvienne s'abattit des semaines durant sur la région, et alors que l'attente s'éternisait, des coulées de boue vinrent inonder le col du Feu Noir, rendant impossible sa traversée par les imposantes machines de guerre naines. Tamurkhan entra dans une rage folle, il touchait au but, nul n'était qu'à quelques semaines de marche, et son armée et la météo avaient décidé d'anéantir ses plans. Drazoat lui apporta finalement une solution. Lors d'un raid, il s'était emparé d'une carte indiquant qu'un autre col nommé le col des Crocs de l'Hiver permettrait à son armée de franchir les montagnes noires. Une fois n'est pas coutume, Tamurkhan perdit patience, et décida d'emprunter le col des Crocs de l'Hiver sans attendre les retardataires de sa horde. Après tout, si il s'éternisait ici, l'Empire finirait par apprendre sa présence, et aurait le temps de se préparer. Mieux valait laisser quelques idiots cupides derrière lui et continuer sa route. Les armées de Tamurkhan et de Drazoat le Cendreux empruntèrent donc le col des Crocs de l'Hiver, formant une étroite ligne de plusieurs kilomètres de long à travers les montagnes. Le chemin qu'ils empruntaient montait bien plus haut qu'ils ne l'auraient imaginé, mais restait facilement praticable. Les pics au-dessus d'eux avaient été sculptés par les nains, et représentaient les héros et les dieux ancestraux de ce peuple de bâtisseurs. Mais Tamurkhan et sa horde ne purent pas profiter des merveilleux paysages de ces hautes montagnes, car un ennemi rôdait dans l'ombre.
Cette partie des montagnes était en effet aux mains d'une tribu de gobelins de la nuit, qui n'allait pas laisser son territoire se faire traverser sans combattre. Durant les premières semaines de la traversée, les gobelins harcelèrent les forces du chaos sans les engager directement. Ici, un groupe d'éclaireurs se faisait massacrer. Là, une bande d'archers-gobelins décochait leurs projectiles avant de disparaître sous la montagne. Cet harcèlement constant tapait sur les nerfs des guerriers du chaos. Leur soif de sang devenait encore plus grande qu'à l'accoutumée, et tous auraient donné cher pour attraper l'un des gobelins de la nuit qui osait les défier. Au début de la 3e semaine de traversée, l'avant-garde de la horde menée par Tamurkhan aperçut l'armée gobeline qui s'était installée de sorte à intercepter les forces du chaos dans un endroit particulièrement étroit. À la vue de ce regroupement de gobelins prêts à faire face à son host, Tamurkhan hésita. Généralement, les gobelins étaient une race craintive, qui n'attaquaient que s'ils étaient au moins 3 fois plus nombreux que leurs adversaires. Soit le chef gobelin avait préparé quelques pièges sournois, soit il était complètement fou. Alors que le seigneur de Nurgle réfléchissait à la meilleure approche possible, les ogres et les Kurgan de sa horde, enragés par le harcèlement des dernières semaines, décidèrent de charger les gobelins sans en avoir reçu l'ordre. Voyant cela, Tamurkhan n'eut d'autre choix que d'ordonner la charge générale pour aller les soutenir, et la bataille du col des Crocs de l'Hiver débuta. Après avoir essuyé quelques projectiles peu mortels lors de leur charge, les guerriers du chaos percutèrent violemment les lignes gobelines, et abreuvèrent leurs lames du sang des frêles créatures. Mais comme l'avait prévu Tamurkhan, les gobelins avaient préparé quelques pièges mortels. À peine 1 minute après le début de l'engagement, une série de violentes explosions magiques retentit sur toute la longueur du col, et les immenses statues naines taillées à même la montagne commencèrent à vaciller, avant de venir s'écraser dans le col, bloquant l'accès de la passe et une douzaine d'autres points. En un instant, des milliers de guerriers du chaos furent écrasés dans cette série d'éboulements, et la puissante horde de Tamurkhan fut coupée en une douzaine de parties isolées les unes des autres. Dès que la poussière retomba, des dizaines de milliers de gobelins de la nuit accompagnés par des trolls de pierre sortirent des souterrains et de cachettes pour attaquer les différentes parties des forces du chaos. Chacun des groupes isolés de Tamurkhan dut établir des lignes de défense en urgence pour faire face à la marée verte. Cette bataille était de loin le plus redoutable défi qu'avait dû affronter la horde depuis son départ de Zanbaijin. Lors de l'éboulement, Seil le Parjure s'était retrouvé bloqué avec une partie de l'arrière-garde de la horde de Tamurkhan, et avec l'avant-garde des nains du chaos. Son groupe établit rapidement des positions défensives autour de lui et d'une imposante machine infernale de conception naine. Les forces de gobelins et de trolls vinrent rapidement se briser sur les lignes des nains du chaos, et Seil usa de toute la magie dont il disposait pour lancer des sorts dévastateurs sur leurs assaillants. La machine infernale des Dawizar prélevait également un lourd tribut dans les rampeaux vertes, mais même au bout de plusieurs heures, l'assaut gobelin ne faiblissait pas. Alors que l'effort magique que Seil avait déjà fourni lui faisait cracher du sang, une nouvelle menace apparut sur le champ de bataille, prenant la forme de 2 immenses créatures ressemblant à des citrouilles à la peau fongique et caoutchouteuse parsemées de taches jaunes, dont la gueule était munie de suffisamment de crocs pour dévorer un mammouth en quelques bouchées. La première de ces créatures fut abattue à distance par la machine nain du chaos, mais alors que celle-ci était en train de recharger, elle se fit écraser par la deuxième créature, sans doute en colère après la perte imprévue de son compagnon. Dans un ultime effort magique, Seil incanta un nouveau sort capable de blesser la créature. Contre toute attente, la machine nain du chaos explosa au moment où Seil allait lancer son sort, tuant la créature d'un seul coup et propulsant le sorcier dans les airs. Cette déflagration, couplée à son état d'épuisement, fit perdre à Seil le contrôle de la magie qu'il avait invoquée. Il se consuma en hurlant de douleur et resta à demi-mort au centre des lignes de nains du chaos. Celle-ci reprenait d'ailleurs l'avantage suite à la mort des 2 créatures. Du côté de Tamurkhan et de l'avant-garde, la bataille commençait à se décider. Même s'ils avaient été coupés du reste de l'armée, leurs ennemis n'étaient que de maladroits gobelins mal équipés. Bubble-Bolos fit un massacre comme il n'en avait jamais fait, et permit aux Kurgan de s'enfoncer profondément dans les rangs gobelins. Plus la bataille tournait en leur défaveur, et plus les gobelins paniquaient. Les manieurs de catapultes et de balistes tiraient de plus en plus dans leurs propres rangs. Les premières lignes cherchaient à fuir à l'arrière, et les gobelins les plus proches des sorties du col s'enfuyaient avant que ne soit donné le signal de la retraite. Rapidement, Tamurkhan put apercevoir le chaman gobelin de la nuit monté sur un Ragnarok qui contrôlait son armée. D'une voix puissante, il le défia en duel sous les acclamations de ses hommes. Et pour toute réponse, le chaman tourna les talons et s'enfuit à travers la montagne. Suite au départ de leur chef, les autres gobelins, qui avaient subi de terribles pertes, commencèrent à s'enfuir en tous sens et la panique se propagea de champ de bataille en champ de bataille. La victoire revint aux forces du chaos, mais le prix à payer était élevé. La plupart des groupes isolés avaient remporté leur combat, mais certains au prix de lourdes pertes. Quelques-uns avaient été massacrés jusqu'au dernier. De nombreux champions avaient trouvé la mort dans la bataille, comme Grisac le Boursouflé, qui avait été empalé par un projectile de baliste. Seil lui-même avait été gravement blessé, et était maintenant paralysé et incapable de recourir à la magie. À la suite de la bataille, les forces du chaos mirent près d'1 mois à fabriquer des rampes permettant aux différents groupes isolés de se rejoindre, et aux machines de guerre nains du chaos de traverser les passages obstrués. Une fois ce travail réalisé, la horde put continuer son périple et sortir des montagnes noires, laissant derrière elle les restes de milliers de corps alliés. L'Empire était enfin à portée, et Tamurkhan allait laisser libre cours à son courroux.
Les armées de Tamurkhan et d'Ashut établirent leur campement au bord des montagnes noires. De là, elles envoyèrent de nombreux éclaireurs dans les régions alentours pour localiser la ville de Nuln et prendre connaissance des forces de l'Empire en présence. Ces premières incursions apprirent à Tamurkhan que la majorité des impériaux avaient fui le sud du Wissenland, devant les nouvelles inquiétantes qui leur venaient des principautés frontalières. De plus, lors d'une reconnaissance aérienne, Orbal Vuipergut avait découvert une imposante cité aux hautes murailles située à l'embranchement de deux rivières. Orbal n'avait pas pu s'approcher trop près de la ville, qu'il avait rapidement repérée et l'avait chassée à coups de canon. Plus le dénouement de sa quête approchait, et plus Tamurkhan devenait impatient et irascible. À l'écoute de ces nouvelles, il sortit de sa tente et hurla à sa horde que nul n'avait été repéré, et que la victoire était proche. Seulement, la ville repérée par Orbalt Vuipergut n'était pas Nuln, mais Pfaidorf, l'une des principales villes du Wissenland, qui se situait sur l'ancien territoire du Soland. Cette région était dirigée par le margrave Olgeroch, vassal de Nuln, et avait accueilli au cours des derniers mois un important nombre de réfugiés originaires des principautés frontalières. Ce faisant, Olgeroch était pleinement conscient de la menace que Tamurkhan faisait peser sur l'Empire, et avait réuni la majeure partie de ses forces pour défendre le col du Feu Noir et y stopper la Horde du Chaos. Si l'on récapitule, on a donc Tamurkhan qui se prépare à attaquer la ville de Pfaidorf en pensant que c'est Nuln. Cette ville est pleinement consciente de la menace, mais a dépêché la majeure partie de ses forces pour défendre un col situé à une centaine de kilomètres de la route empruntée par Tamurkhan. Disons que dans un camp comme dans l'autre, certaines déconvenues sont à prévoir. Tamurkhan planifia donc l'assaut de Pfaidorf, en séparant son host en 3 colonnes. La plus grande partie de l'armée l'accompagnerait et prendrait la route la plus directe vers la cité. La deuxième partie serait composée de Seil et Tsedolgan, et emprunterait le chemin le plus à l'ouest le long du fleuve. Enfin, l'armée des Nains du Chaos et ses redoutables machines de guerre prendraient la route de l'Est, qui était la plus praticable et permettrait aux trains de ravitaillement d'avancer à bonne allure. Les 3 armées se séparèrent et montèrent donc vers le nord. La majeure partie des terres avait été abandonnée par les impériaux, mais ça et là, il restait des irréductibles n'ayant pas pris pleinement conscience des forces de Tamurkhan. Par exemple, la garnison de la ville impériale d'Ornfern tenta de résister aux forces de Seil. La ville était entourée de solides remparts et de larges douves, et les défenseurs pensaient que cela suffirait à retarder les forces du chaos, au moins le temps que des renforts ne viennent les secourir. Seil envoya simplement ses mammouths de guerre, qui traversèrent les douves sans aucun problème avant de piétiner les remparts de leurs immenses pattes. Aucun des habitants d'Orfen ne survécut au déferlement de Dolgan qui s'ensuivit. Durant l'avancée des 3 colonnes, de nombreuses villes qui n'avaient pas été abandonnées connurent le même sort qu'Orfen. Le margrave Olgeroch ne resta bien sûr pas sans rien faire face à l'invasion et à la mise à sac de son territoire. Il ordonna à tous les citoyens de se réfugier à Pfaidorf, et à toutes les forces armées disponibles de se rassembler à la ville de Gunnertag, pour y retarder au maximum les forces du chaos. Dans le même temps, il envoya de nombreux messagers prévenir l'armée du col du Feu Noir de la situation. Malheureusement pour lui, aucun de ces messagers ne réussit à échapper à la vigilance des serviteurs du chaos, et ils furent tous interceptés. Après seulement 21 jours de marche, l'host de Tamurkhan arriva à la ville de Gunnertag, devenu le principal point de défense de la région. Devant le rassemblement de soldats impériaux et la hauteur des murailles, Tamurkhan dut se résoudre à attendre la colonne de Dawizar menée par Drazoat le Cendreux. Celle-ci mit 3 jours à arriver. Une fois les 2 forces rassemblées, le seigneur de Nurgle somma Drazoat de s'occuper des murailles de la cité. Entre-temps, les impériaux avaient installé des barricades à l'extérieur des murs, et y avaient placé la majeure partie de leur artillerie, avec la volonté assumée de maximiser leur puissance de feu pour décimer au maximum les rangs chaotiques avant qu'ils ne les atteignent, et de pouvoir s'appuyer sur les murs et les tours de la ville au cas où. Ce que n'avaient pas prévu les impériaux, c'est que les forces chaotiques étaient elles aussi équipées d'artillerie, qui plus est de meilleure qualité que celle de leurs ennemis. Tamurkhan fit donc avancer ses forces de façon à être juste hors de portée de l'armée ennemie. Puis, il ordonna aux machines infernales des Nains du Chaos d'annihiler l'armée adverse. En une seule salve, les canons Apocalypse, les mortiers sismiques et les autres pièces d'artillerie d'Ashut détruisirent complètement l'artillerie impériale, les barricades et une bonne partie des défenseurs regroupés derrière. La défense étant complètement désorganisée, Tamurkhan ordonna la charge générale. Les combats s'engagèrent tout le long du mur de Gunnertag. Les chevaliers de Keyes le Souillé purent pour la première fois affronter un véritable contingent de chevaliers impériaux, et les réduisirent en bouillie. Tous les ogres de la peste purent se régaler du corps des milliers d'impériaux qui périssaient alors que le massacre devenait de plus en plus unilatéral. Durant ce corps à corps sanglant, les batteries d'artillerie des Nains du Chaos purent avancer de quelques centaines de mètres, et commencèrent à faire feu sur les remparts de la cité, détruisant chaque tour et chaque poste de tir qui appuyait les pauvres impériaux en première ligne. Les fuyards tentant de rejoindre l'abri des murs furent en grande partie massacrés par les tirs, et la porte principale de la ville finit par s'écrouler sous le barrage incessant d'artillerie, permettant aux troupes du chaos de pénétrer dans la cité pour finir le travail. En apprenant la chute de Gunnertag, Olgeroch comprit qu'il n'y avait plus aucun espoir pour lui et pour Pfaidorf. Il ordonna l'évacuation des civils et décida de rester sur place avec ses derniers hommes, pour retarder au maximum Tamurkhan et permettre aux réfugiés de rejoindre Nuln. Les forces de Tamurkhan arrivèrent à Pfaidorf avant même que les derniers civils ne puissent quitter la ville.
Comme lors du siège de Gunnertag, les impériaux installèrent leur artillerie à l'extérieur des murs d'enceinte, dans le but de maximiser leur puissance de feu. Et comme lors du siège de Gunnertag, les machines des nains du chaos vinrent balayer leur stratégie d'un revers de la main. Bientôt, les défenses de la ville furent brisées, et Tamurkhan put siéger au milieu des ruines fumantes de la cité. Contre toute attente, il ne reçut pas l'immortalité et le rang de prince démon auquel il aspirait. En interrogeant les rares prisonniers impériaux encore vivants, le seigneur des vers apprit qu'il s'était trompé de cible, et qu'en lieu et place de Nuln, il se trouvait sur les ruines de Feydorf. La nouvelle ne plut pas du tout à la coalition du chaos. De nombreux guerriers considérèrent que Tamurkhan avait perdu la faveur des dieux, et les anciennes rivalités ressurgirent. La Horde se divisa une nouvelle fois en une multitude de groupes rivaux qui s'affrontèrent entre eux. Les nains du chaos furent très mécontents d'avoir gaspillé leurs munitions sur la mauvaise cible, et exigèrent à Tamurkhan le droit de piller tout le nord de l'ancien Solande en gardant pour eux tout le butin. Tamurkhan lui-même fut déprimé par la nouvelle, et s'exila des jours durant dans sa tente en s'adonnant à toutes sortes de rituels impies pour retrouver les faveurs de Nurgle. De son côté, Sail jugea le moment opportun pour confédérer autour de lui tous ceux qui avaient été déçus par Tamurkhan, soit la plus grande partie des guerriers ne vénérant pas Nurgle. Il chercha à prendre le contrôle de la Horde, en envoyant un assassin s'occuper de Tamurkhan. Au vu de la puissance martiale du Seigneur des Vers, l'assassinat échoua, mais cela ne découragea pas Sail. S'il ne pouvait tuer Tamurkhan, il ferait semblant de continuer à lui être loyal, et le trahirait à la première occasion venue. Une fois les rituels impies terminés et la faveur de Nurgle retrouvée, Tamurkhan sortit de ses quartiers accompagné par de nouveaux démons du dieu de la pestilence. Il promit à ses fidèles que la chute de Nuln ne suivrait immanquablement celle de Feydorf. Puis, il rassembla ses troupes et traversa le fleuve Upper-Reik, avant de se diriger vers sa cible. À Nuln, l'invasion de Tamurkhan n'était pas passée inaperçue, et c'est un euphémisme. La capitale du Wissenland accueillait chaque jour des centaines de réfugiés. Tamurkhan était sur toutes les lèvres, et les forces impériales se préparaient aussi vite que possible. Des dizaines et des dizaines de messagers alliaient toutes les villes alentours pour réunir rapidement la plus grande armée possible. Une majorité des réfugiés étaient recrutés de force dans les milices impériales, et de grands noms de l'Empire se pressaient autour de la comtesse Emmanuelle von Leibowitz pour apporter leur aide dans la lutte à venir. Parmi ces héros impériaux, on pouvait citer Elspeth von Draken, la magistrice du collège d'Améthyst chevauchant un puissant dragon carmin, et qui avait rapidement pris le commandement des forces impériales, ou encore Theodor Bruckner, le champion personnel de la comtesse qui avait juré de la débarrasser définitivement de Tamurkhan et de la menace qu'il représentait. La chute de Feldorf avait considérablement miné le moral des Wissenlandais, mais avait permis à Nuln de gagner du temps et d'établir un plan solide. Elspeth von Draken avait en effet planifié une stratégie reposant sur 4 principes clés. Premièrement, les forces de Nuln ne se porteraient pas à la rencontre de Tamurkhan, afin de gagner un maximum de temps pour se renforcer. Deuxièmement, la défense de Nuln s'effectuerait en profondeur, afin d'empêcher l'artillerie des nains du chaos d'arriver à portée de la ville. Troisièmement, l'une des priorités des forces impériales serait la destruction de l'artillerie des nains du chaos, et une unité spéciale serait constituée uniquement pour ça. Quatrièmement, le champion Theodor Bruckner aurait pour mission de trouver et de tuer Tamurkhan. Afin qu'il puisse réussir, Elspeth lui remit son amulette de feu maudit, censée le protéger des maléfices du chaos. Retenez bien cette amulette, elle aura son importance dans ce qui va suivre. Une fois ce plan clairement établi, l'armée de Nuln s'installa à quelques kilomètres des remparts de la ville et attendit les forces du chaos. Pour approcher Nuln, la horde de Tamurkhan se sépara à nouveau en 3 colonnes. Celle du sud menée par Sail est composée des Dolgan et des troupes non inféodées à Nurgle. Celle du centre menée par Tamurkhan est composée des Kurgan et de tous ses plus fidèles guerriers. Et enfin, celle du nord menée par Drazoat est composée des redoutables nains du chaos et de leurs machines de guerre. Face à cette disposition, les forces impériales avaient érigé plusieurs barricades et creusé de nombreuses tranchées. Elspeth von Draken avait aligné la majeure partie de ses ordres de chevaliers au sud. Le centre et le nord de son dispositif étaient tenus par son infanterie, soutenue par toutes les batteries d'artillerie que pouvait aligner Nuln, soit plusieurs centaines de pièces. La bataille commença lorsque les forces des nains du chaos se préparèrent à faire tonner leur artillerie à une distance respectable de l'ennemi. Mais contrairement aux batailles de Gunnertag et de Feldorf, certaines des plus imposants canons de Nuln n'avaient suffisamment de portée pour les atteindre. Les canons de l'Empire tirèrent donc en premier, et un duel d'artillerie s'engagea rapidement entre les deux armées. Les canons les plus précis de Nuln visaient l'artillerie naine, et les autres batteries se contentaient de cibler les rangs de Tamurkhan et de Drazoat. Les nains du chaos ripostaient en faisant pleuvoir un déluge de feu et de morts sur les rangs impériaux, mais la faible cadence de leurs tirs leur fit peu à peu perdre l'avantage, et une à une, les pièces d'artillerie démoniaque furent réduites en charpie. Comprenant que le duel d'artillerie tournait en sa défaveur, Tamurkhan ordonna à son armée de charger le centre du dispositif impérial. Alors que les forces aériennes d'Orbalt Vuipergut engageaient les griffons et autres créatures volantes dans les airs, Case le Souillé menait la première vague d'assaut terrestre, composée des rejetons du chaos et de chevaliers de la peste avides de sang. À l'approche de Case, les lignes de l'Empire s'éparpillèrent, laissant apparaître une série de canons qui vinrent faucher les troupes du lieutenant de Tamurkhan.
En dépit de lourdes pertes, la cavalerie du chaos engagea le combat, et commença à faucher les hommes de Nuln. Keyes et ses hommes se firent peu à peu submergés par le trop grand nombre d'ennemis, mais alors qu'il était sur le point de lâcher, l'infanterie Kurgan menée par Tamurkhan en personne vint frapper les rangs impériaux et leur porter secours. Le combat redoubla d'intensité, et peu à peu, les créatures de Tamurkhan prirent l'avantage sur leurs opposants. Du côté du front sud, Saïl et ses Dolgan avaient mené l'assaut sur une position avancée impériale, et détruit une centaine de chevaliers et une batterie d'artillerie. Sauf qu'à la place de continuer ses efforts, Saïl avait ordonné à ses troupes de stopper leur assaut. Après tout, Tamurkhan ne méritait pas sa loyauté, et vu que le seigneur de Nurgle s'était lancé dans la mêlée, il n'avait plus aucun moyen de le réprimander pour sa désobéissance. Il ordonna donc à ses forces de rassembler tout le butin qu'elles avaient pu amasser jusque-là, et prit la direction du nord, quittant le champ de bataille pour retourner dans les désolations chaotiques. Du côté du front nord, les nains du chaos avaient reculé pour conserver leurs dernières pièces d'artillerie. Les lourdes pertes qu'ils avaient subies avaient convaincu Drazoat qu'il avait rempli sa part du marché avec Tamurkhan. Dorénavant, il se contenterait d'attendre les résultats du combat et d'ajuster ses plans en conséquence. Malheureusement pour lui, Elspeth von Draken ne comptait pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Elle dépêcha l'unité spéciale qu'elle avait préparée pour achever les machines infernales. Les nains du chaos en retrait furent donc surpris de voir des centaines de cavaliers épaulés par 4 machines ressemblant à des navires de guerre montés sur roues leur foncer dessus. Ils formèrent rapidement un cercle défensif et le combat s'engagea. Les navires sur roues, qui étaient propulsés par de puissantes machines à vapeur, longèrent avec vélocité les lignes naines et envoyèrent des salves de tirs qui massacrèrent de nombreux serviteurs d'Ashut. Certaines machines démoniaques furent détruites par ces tirs, d'autres par des sortes de grenades que lançaient les cavaliers par-dessus les lignes naines. Les Dawizars ripostèrent en inondant leurs assaillants de projectiles. Drazoat lui-même prit part au combat. Son puissant Taurus souffle-cendre fondit en piqué sur l'un des navires à roues, avant de massacrer tous ses occupants et de cracher un jet de flamme sur un second navire, le coupant littéralement en deux tout en l'incendiant. Alors que le combat battait son plein, les cavaliers d'Olgan de Sail apparurent, faisant croire aux nains du chaos qu'ils recevaient des renforts. Sauf que Sail cherchait juste à fuir le champ de bataille, et ignora complètement la situation précaire de ses alliés nains pour continuer sa route. Drazoat prit cela pour une trahison de Tamurkhan, et il jura de lui faire payer une fois qu'il se serait débarrassé de ses adversaires, car même sans renfort, la ligne des nains du chaos commençait à prendre l'avantage sur la cavalerie impériale. Les 2 navires sur roues restants crachèrent une nouvelle salve dans l'espoir de changer la donne, ce qui massacrait une nouvelle fois de nombreux nains. Ceux-ci ripostèrent par une salve de tromblons qui brisa la roue d'un des navires restants. Une fois immobilisé, l'artillerie infernale restante put facilement le prendre pour cible et le pulvériser. C'en fut trop pour les impériaux. Ils se replièrent avec leur dernier navire restant, laissant les nains du chaos victorieux, mais exsangues. Une fois la menace écartée, Drazoat ordonna à ses fidèles de quitter le champ de bataille. Tamurkhan l'avait trahi, et il avait déjà sacrifié trop de troupes pour trouver un intérêt dans la suite de cette bataille. Comme Sail avant lui, il prit toute sa part du butin et d'esclaves avant de disparaître loin de Nuln. Alors que tous ces événements se déroulaient, Tamurkhan était toujours au cœur de la mêlée, et continuait de massacrer les impériaux à la tête de ses fidèles sans savoir qu'il avait été abandonné par tous ses alliés. Son armée du chaos avait toujours l'avantage contre l'infanterie impériale. Seulement, les choses avaient changé. Les troupes de Sail étant parties, la cavalerie de l'Empire était complètement libérée. Elle se mit en rang et chargea avec violence le flanc des forces de Tamurkhan, massacrant d'une traite des centaines de guerriers Kurgan et de créatures démoniaques. Même les ogres de la peste de Tamurkhan ne furent pas suffisants pour les stopper, mais en dépit de la violence de l'impact, l'armée du Seigneur des Verts tint bon. Si le but initial de la cavalerie était de porter un coup décisif en faveur de l'Empire, elle ne put en réalité qu'équilibrer la mêlée et permettre à l'infanterie impériale de relever la tête. Des milliers et des milliers de créatures toutes plus difformes les unes que les autres étaient encore en vie, et commencèrent à lacérer les chevaux et les chevaliers qui avaient osé les charger. La bataille continua ainsi toute la journée, prélevant des milliers de vies à chaque heure passée. Au bout d'un moment, Tamurkhan, rendu à moitié fou par les combats sanglants qu'il menait, finit tout de même par se rendre compte que ses alliés l'avaient abandonné, et que continuer cette bataille d'attrition finirait par le mener à la défaite. Le seigneur de Nurgle hurla de rage. Son ascension au rang de prince démon, pourtant si proche, se dérobait. Il maudit sur 1000 générations Sail et Drazoat, avant d'ordonner le repli de ses forces. Les impériaux ne profitèrent pas de la fuite de leur adversaire pour lancer une chasse, et s'effondrèrent plutôt d'épuisement, ce qui mit un terme à la première journée de la bataille. Tamurkhan savait qu'il ne lui restait plus beaucoup d'options pour l'emporter face à Nuln. Il décida de jouer le tout pour le tout, et se retrancha dans une abbaye à quelques kilomètres du lieu de l'affrontement, en demandant à ses derniers sorciers encore en vie de préparer un rituel impie d'une puissance encore jamais vue, qui invoquerait des dizaines de milliers de démons à partir des carcasses du champ de bataille. Du côté de Nuln, la situation n'était guère réjouissante. Les pertes avaient été effroyables. Plus des 3/4 de l'armée étaient tombés au combat, et aucun régiment n'avait été épargné. Les rares rescapés de la journée rejoignaient la ville la tête baissée et les yeux vides. Seule lot de consolation, en comptant la fuite de Sail et de Drazoat, l'armée du chaos avait encore plus souffert qu'eux. Dans le palais de Nuln, de nombreux généraux impériaux s'activaient frénétiquement sous la surveillance d'Elspeth von Draken, comptant leurs pertes et préparant leurs plans pour la bataille de demain. Soudain, la mage d'améthyste devint encore plus pâle qu'à l'accoutumée. Elle venait de sentir une vague d'énergie chaotique émanant de l'abbaye de Lilith, située à quelques kilomètres à l'est.
Elle comprit alors instinctivement le plan de Tamurkhan. Celui-ci voulait invoquer une armée de démons à partir des restes de la bataille de la journée, et s'il réussissait, c'en était fini de Nuln. Elspeth ordonna à tous les meilleurs chevaliers de son armée encore en vie de se rassembler urgemment, et leur expliqua la menace qui pesait sur Nuln. Un plan fut rapidement mis en place, consistant à téléporter une force réduite directement dans l'abbaye. En même temps, Nuln n'avait plus les moyens d'envoyer autre chose qu'un petit groupe au vu des pertes et de l'épuisement de ses troupes. Cette unité serait menée par Elspeth von Draken et Theodor Bruckner en personne. L'objectif des chevaliers et d'Elspeth était de retenir les forces chaotiques, le temps que Theodor, toujours équipé de la fameuse amulette censée le protéger du chaos, puisse tuer Tamurkhan. Une fois la force téléportée à quelques dizaines de mètres de l'abbaye par un sorcier gris, elle chargea les démons constituant la garde rapprochée de Tamurkhan et de ses sorciers. Les braves hommes de l'Empire plongèrent leurs épées dans les chairs purulentes des démons, ne s'arrêtant pas malgré les blessures qui s'accumulaient. Au-dessus de la mêlée, Elspeth von Draken lançait sort sur sort, abattant un nombre impressionnant d'ennemis. Malgré tous ces actes de bravoure, la bataille ne tournait clairement pas à l'avantage des impériaux, bien moins nombreux que leurs adversaires. Theodor Bruckner, monté sur son demi-griffon faucheur, tenta une percée et réussit à rejoindre l'intérieur de l'abbaye. Là, il balaya les derniers démons qu'il séparait de Tamurkhan, et lança un défi au seigneur de Nurgle. Celui-ci l'accepta, et chargea Théodore et sa monture sur le dos de Bubble-Bolos. La violence du dragon crapaud allait clairement massacrer Théodore sans qu'il ne puisse rien faire. Heureusement pour lui, Elspeth von Draken veillait sur son champion, et incanta un projectile magique qui fondit sur Bubble-Bolos avant d'exploser, le tuant sur le coup. Tamurkhan fut désamorcé, et s'écrasa au pied de Faucheur, qui l'attaqua immédiatement avec son bec, le désarmant et lui entaillant profondément la chair, avant de le décapiter d'un coup de griffe. Le corps de Tamurkhan se releva malgré son absence de tête, et le seigneur des vers rit intérieurement. Il ne lui restait plus qu'à bondir sur Théodore, à entrer dans son corps et à le posséder comme il l'avait déjà fait pour Sargat ou pour Karaka. Sous les yeux ébahis du champion de Nuln, l'ignoble ver bondit hors de la carcasse de Karaka, directement sur sa poitrine, avant d'y creuser un trou et de s'installer dans son abdomen. C'est alors que le talisman d'Elspeth entra en action. Contrairement aux promesses, celui-ci ne protégea pas du tout Théodore de l'ignoble ver qui rongeait ses entrailles, mais explosa dans une violente déflagration de magie qui réduisit en poussière Théodore, Tamurkhan et l'abbaye de Lilith tout entière. Cette explosion désamorça l'invocation des sorciers de Tamurkhan, et l'énergie magique qu'ils avaient invoquée se retourna contre eux de manière catastrophique, entraînant une énorme explosion qui rasa tout sur plusieurs kilomètres, massacrant les derniers serviteurs du chaos encore en vie dans la zone. La seule survivante dans un rayon d'au moins 2 km était Elspeth von Draken elle-même, qui avait pu éviter l'explosion en s'élevant dans les airs sur son dragon carmin. La quantité de magie qu'elle avait utilisée l'avait grandement affaiblie, et elle semblait plus vieille d'une dizaine d'années. La magicienne s'autorisa néanmoins à sourire. Son plan s'était déroulé exactement comme prévu. Il ne lui restait plus qu'à faire son rapport à la comtesse, et l'affaire serait définitivement close. Ainsi s'acheva l'épopée sanglante de Tamurkhan, l'un des plus puissants champions de Nurgle, qui ne fut vaincu que par la trahison de ses alliés et par la ruse d'une puissante magicienne. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à soutenir au maximum la chaîne pour me donner de la force. On se retrouve dans de prochaines vidéos où je détaillerai la vie d'autres personnages cultes de Warhammer. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!